Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 33 du podcast de Traverser la frontière. Ici Mickaël et cette semaine je vous emmène au Brésil où on va aller voir un petit peu le parcours de Lily. Donc en fait Lily est une femme d'expatriée, elle a suivi son mari qui a été muté au Brésil et dans cette interview en fait elle nous parlait du départ de la France avec toute la famille, de l'installation au Brésil, de l'intégration là-bas, comment ça s'est passé. Je vais vous dire un petit peu toutes les différences culturelles qui existent et elles sont vraiment importantes entre le Brésil et la France. Tous ses conseils pour les gens qui veulent partir au Brésil. On nous parlera aussi à la fin de l'interview de son bouquin qu'elle a écrit durant son séjour là-bas et qui devrait être publié l'année prochaine si tout va bien. Donc voilà, on y va pour l'interview avec Lily. Oui, bonjour Lily, ça va ? Bon, ça va, bonjour. Bon, donc toi tu es au Brésil, c'est ça hein ? Oui, je suis à São José dos Campos, c'est une ville à 1 heure de São Paulo et à environ 5 heures de Rio de Janeiro, c'est entre les deux. D'accord, ok. Alors moi je t'ai trouvé sur internet parce que tu racontes en fait, tu as un blog qui raconte tes histoires d'expatriés au Brésil. Et tu te fais appeler Lily Plume, c'est ça, est-ce que tu peux me dire pourquoi en fait ? C'est quoi c'est ton vrai nom ou pas ? Non, c'est pas mon vrai nom. En fait, quand je suis arrivée au Brésil, j'ai créé un compte Facebook pour pouvoir raconter mes aventures, et puis parler un petit peu de mon quotidien à la famille, aux amis. Et j'ai créé ce pseudonyme un peu par hasard. Et quand je suis arrivée au Brésil, j'ai gardé ce nom un petit peu. C'était pas fait exprès. C'est-à-dire que les gens sur place ont vraiment cru que je m'appelais comme ça. Ils n'ont pas compris que c'était un pseudo, donc je me suis fait appeler Lily tout le long parce que les amis sur place n'ont pas l'habitude d'avoir des pseudonymes, ils ont leur vrai nom, donc c'est resté Lily Plume et pour raconter mes aventures, j'ai gardé carrément ce nom d'auteur Lily Plume. D'accord, ok. Ouais. C'est marrant. Donc du coup, est-ce que tu peux nous dire alors un petit peu quel âge tu as et qu'est-ce que tu faisais en France avant de venir au Brésil ? Oui, alors donc j'ai 38 ans. Je suis enseignante, institutrice dans la région lyonnaise. D'accord. Et ça faisait 15 ans que je travaillais avant de partir en expatriation. J'ai un enfant, j'avais un garçon de 4 ans quand je suis partie. Voilà, et j'ai suivi donc mon mari qui a été donc muté, expatrié au Brésil pour... D'accord. Ouais, c'est ça en fait l'histoire. C'est que tu étais prof en France et du coup, ton mari qui est ingénieur, c'est ça ? Dans le plastique, il conçoit des pare-chocs de voitures. D'accord. Et du coup, en fait, il a eu une offre, si j'ai bien su, une offre en fait pour aller travailler au Brésil, c'est ça ou... C'est ça. Sa boîte lui a proposé de faire le même travail dans la même entreprise à Taubaté, donc à côté de São José dos Campos. D'accord. Et du coup, ça s'est passé comment ? Parce que c'était... Comment tu l'as reçu cette nouvelle-là et comment ça s'est un petit peu déroulé quand tu t'es annoncé ça ? Ça c'est arrivé de manière un petit peu abrupte. Un jour, on est allé manger ensemble et puis sans introduction ni explication, il m'a dit allez, je te propose, on part vivre au Brésil. Donc sur le coup, je me suis dit il me propose des vacances. Mais non, c'était vraiment pour vivre. Il m'a dit, et si on partait vivre au Brésil ? Donc c'est la phrase qui m'est restée. Donc il m'a expliqué qu'il y avait une proposition d'expatriation, que c'était pour 2 ans, enfin à peu près 2 ans, et qu'on partait le plus vite possible. Comme c'était donc je l'ai su en avril 2013, on aurait dû partir en août-septembre 2013 et on est parti qu'en janvier 2014. Ok, et c'était pas trop compliqué du coup de quitter un petit peu la vie en France, parce que je suppose que vous aviez un appart ou une maison, un enfant, toi t'avais ton boulot, du coup tu devais quitter, etc. C'était pas trop compliqué ? Sur le coup, c'est vrai qu'on aime beaucoup voyager, on est toujours parti en vacances aux 4 coins de la planète, mais de là à vivre carrément à l'étranger, surtout au Brésil, c'est vrai qu'on a passé des nuits à se poser la question, on part pas. Pour moi, ça m'a quand même fait beaucoup de questionnements, mais
il fallait tout quitter. Moi, il fallait que je quitte mon travail. Alors, je devais demander une disponibilité. Ça a été un petit peu galère en plus parce que l'éducation nationale n'a pas tout de suite accueilli favorablement mon départ précipité. Ils voulaient me faire partir à une date précise. On a eu quelques galères avant de partir. Oui, ça a été assez mouvementé quand même. Hein. Quitter la famille, quitter les amis. Et du coup, parce que je pense que quand tu passes de la région lyonnaise au Brésil, tu as dû avoir quand même un petit choc au début. Comment ça s'est passé un petit peu quand tu es arrivé Oui. Les choses un petit peu qui t'ont marqué quand tu es arrivé, ce serait quoi? Oui, le choc, ça a été déjà d'un point de vue linguistique. On avait essayé d'apprendre un peu le portugais avant. Mon conjoint, il parlait espagnol, donc lui, ça a été beaucoup moins difficile. Mais moi, je parlais pas du tout espagnol, donc il n'y avait rien pour m'aider. On a pris quelques leçons avec la méthode Assimil, mais ça m'a pas permis de pouvoir communiquer au début. Donc ça a été très difficile de me faire comprendre, de comprendre les gens, donc du coup de circuler dans la ville, de m'orienter, les premiers pas ont été à tout point de vue difficiles parce que rien n'était évident dans la façon de communiquer avec les Brésiliens. Même quand on a un dictionnaire, il y a l'intonation, il y a l'accentuation qui fait que on ne nous comprend pas forcément. Donc j'ai eu des moments de solitude, forcément, bien souvent face à des gens qui ne me comprenaient pas du tout. Au début, c'est ça qui m'a vraiment frappée. Ouais, Après, bien le climat, on est arrivé, il faisait 40 degrés, janvier, donc la période la plus chaude. Donc ça c'est bien parce qu'on a l'impression de partir en vacances, on avait la piscine à l'hôtel, voilà, donc ça c'est quelque chose qui était plutôt positif. Mais le choc, oui, a été assez costaud quand même. Hein. Surtout avec mon fils, donc qui parlait pas non plus portugais, on connaissait personne. Ouais. Il a fallu tout recommencer, quoi, tout créer des liens. Et puis mon conjoint qui lui n'était pas là la journée et qui partait au travail, donc je me retrouvais seule à devoir tout reconstruire, quoi. Ouais. Mettre en place. Et ça va le portugais maintenant? Tu te débrouilles? Ça va. Muito bem. Muito bem. Ouais, c'est vrai que moi aussi je suis au Brésil et au début c'est vrai que quand tu parles pas portugais c'est compliqué quoi. Les premières semaines c'est compliqué parce que les gens ne parlent très peu parlent anglais. Je parle dans la ville où je suis. Hein. Je pense que peut-être à São Paulo, à Rio, c'est différent. Ils parlent pas anglais et ils sont très stressés face à quelqu'un qui est étranger parce que ils se disent qu'ils vont pas le comprendre. Donc en face, moi je me dis je vais pas le comprendre. Donc des fois il y a des situations de blocage complètes. Ouais. On est bloqué. Donc c'est pas évident hein, au début. Maintenant ça va. Bon, je fais des erreurs encore, mais je communique sans problème. Ok, oh bah c'est bon. Comme quoi on peut apprendre la langue à tout âge et puis tout va bien. C'est vrai, j'ai pris des cours de portugais, j'ai adoré apprendre la langue. C'est vrai qu'à cet âge-là, on se dit réapprendre une nouvelle langue, c'est une motivation, c'est quelque chose de très sympa. Ouais. Ton mari, donc c'est lui qui a été expatrié pour son entreprise. Oui. Et c'était quoi l'objectif pour toi? Parce que donc tu étais venue en tant que femme d'expatrié, comme on dit. Et du coup, tu avais pour objectif de travailler, de pas travailler, ou comment tu voyais les choses quand tu arrivais? Et ben c'est exactement le problème de la femme d'expatrié. On part et on ne sait pas du tout ce qu'on va faire là-bas. C'est d'ailleurs à peu près c'est la remarque qu'on m'a fait avant de partir. À peu près tout mon entourage me l'a faite. Mais qu'est-ce que tu veux faire là-bas? Et moi-même, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire là-bas? Effectivement. Donc parce que c'est vrai que moi j'ai toujours travaillé, que là-bas, au Brésil, je ne peux pas travailler. En tout cas, quand je suis arrivée, comme on n'était pas mariés, j'avais pas le visa pour pouvoir demander un visa de travail, donc j'ai officiellement une impossibilité de travailler. D'accord. Et j'avais pas forcément envie de me mettre à enseigner dès ma première semaine là-bas non plus. J'avais en même temps envie de faire une pause et de faire autre chose. C'est surtout ça. Du coup, les premiers temps, quand je suis arrivée là-bas, ma fonction c'était essentiellement régler des problèmes. Parce que quand on est au Brésil au début, on ne fait que régler des problèmes. Même après d'ailleurs, problèmes administratifs, problèmes matériels, et puis pour régler les problèmes quand c'est dans une langue étrangère, forcément avec aussi un fonctionnement différent de la France, il faut faire appel à des aides administratives, tout est très, très compliqué. Donc voilà, au début j'ai fait ça.
voilà, chercher une voiture, régler des problèmes par rapport à la voiture, les papiers, tout ce dont on a besoin pour vivre là-bas. Comme mon mari travaillait, ben, c'est moi qui réglais ça. Et puis, il a fallu trouver aussi une maison, donc faire les annonces. Et ensuite, j'ai quand même donné un petit cours de français parce qu'il y a possibilité de donner des cours de français, on va dire de manière officieuse. Ouais. Il y a beaucoup de demandes. Les Brésiliens aiment beaucoup la langue française et dès qu'ils voient un français, ils veulent prendre des cours. D'accord. Donc, j'ai eu un élève de presque 30 ans c'était d'ailleurs une très, très chouette expérience. Et après, j'ai arrêté de donner ce cours de français parce que c'était le soir et que je voulais pas rester, je voulais pas quitter la maison le soir quand mon mari arrivait, sinon je voyais plus. Ouais. Voilà. Et puis et ensuite, bon, la vraie vie commence. Hein, on s'occupe de l'intendance, on s'occupe de tout ce qu'il y a à faire dans une vie normale. Et puis j'ai continué à raconter mes histoires sur Facebook à la famille. C'était un petit peu comme un cahier journal tous les jours. Mm-hmm. Ça a été la grosse activité quotidienne. Et au bout de 6 mois, j'ai eu l'idée de me mettre carrément à écrire. Donc, je suis un peu devenue écrivain amateur pour rédiger toute cette aventure entièrement. Donc, voilà, c'est un peu mes activités depuis que je suis arrivée dans le pays. D'accord, ok. On parlera du prochain livre, du coup, à la fin de l'interview. Et comment tu t'es fait pour l'intégration à ton niveau, au niveau de ta famille justement, dans cette culture brésilienne? Est-ce que tu t'es rapidement intégré, facilement? Quels ont été un petit peu les challenges? Alors quand je suis arrivée, j'ai eu l'immense stress de me retrouver sans amis, sans activité, sans connaissances, sans lien. Donc j'ai décidé de créer des liens le plus vite possible. C'est un peu je suis assez sociable, alors je me suis dit, bon, il faut trouver du monde parce que je ne vais pas rester comme ça des journées entières dans ma chambre d'hôtel. Ouais. Donc sur Facebook, il est assez facile de rentrer en contact avec les étrangers à San José, comme d'ailleurs les étrangers dans n'importe quelle ville au Brésil. Hein. Donc les Français de San José, je les ai trouvés sur Facebook. Je suis rentrée en contact avec des Belges, des Français dans un premier temps. Ensuite, par l'école de mon fils, j'ai fait des connaissances d'étrangers un peu dans ma situation et de Brésiliens aussi, de mamans, voilà. Et parce qu'en fait, c'est une école canadienne dans laquelle il est. Okay. Et il y a beaucoup d'étrangers qui mettent leurs enfants là-bas parce qu'il y a l'anglais en plus du portugais. Du coup, voilà, j'ai lié plein de liens comme ça. J'ai organisé des cafés à la maison pour tout de suite voilà, avoir un petit monde autour de moi. J'ai fait aussi des activités. Je me suis mise à faire du Muay Thai. C'est la boxe thaï. D'accord, ok. Et là, j'ai fait des connaissances aussi brésiliennes, des filles bien sympas. Et voilà, donc j'ai créé plein de liens très vite en créant aussi, par exemple, un groupe de marche. Des copines qui voulaient faire un petit peu de marche le matin. Ouais. On s'est mises tout ensemble. On a créé un groupe qui s'appelle Caminhar et Bater Papo. Ça veut dire marcher et discuter. Ok. Et sur Facebook aussi, avant de prendre notre café, pour le mériter, on marchait ensemble avant. Donc voilà, pour résumer, j'ai créé plein de relations très vite, quoi. Parce que Ouais. j'étais un peu de stress de me dire, je connais personne, ça peut pas continuer comme ça, quoi. Ouais, t'as été super active du coup, tu t'es bougé, t'as créé Ouais. des trucs, etc. Un peu hyper active, oui, je dirais même. C'était en fait le stress de me dire, en France, voilà, j'avais tous mes liens là-bas, et puis ici, voilà, qu'est-ce que je vais bien faire, quoi. Donc, en réaction, bah oui, j'ai créé des cafés internationaux où tout le monde venait de toutes les nationalités, ça parlait toutes les langues. Ouais. Des gens dans ma situation. Ouais, et du coup, c'était plus des gens, tes amis, les gens que tu côtoies, c'est plus seulement des expatriés internationaux ou ça va être des Brésiliens aussi qui vivent sur place? Oui, alors dans un premier temps, c'est plus des étrangers parce que je me suis rendu compte que c'est logique, c'est plus facile de créer des liens avec des gens qui, comme toi, ont besoin de rencontrer du monde, qui sont comme toi, pas du pays. Et puis
le fait est que je parle anglais. Enfin, je parle. Voilà, la langue que je maîtrise le mieux, c'est l'anglais. Ouais. Et j'ai pu communiquer facilement avec des étrangers en anglais au tout début. Donc, je me suis fait plein d'amis étrangers. Et les Brésiliens, eh bien, c'est un peu normal aussi. J'ai fait des connaissances, mais je me suis pas tout de suite liée d'amitié avec beaucoup de Brésiliens parce que ils ont leur vie, parce que c'est comme un peu les Français. Hein, on a nos familles, on n'est pas forcément en train de chercher des relations étrangères tous les jours, quoi. Donc ça a été un peu plus long. C'est-à-dire que maintenant, je peux dire que j'ai des amis brésiliens, mais au départ, c'était pas principalement eux que je voyais le plus. Ouais. J'en invitais au café, mais c'était pas ceux qui venaient le plus parce qu'ils avaient leur vie, ils n'ont pas attendu. Hein, il n'y a pas eu une banderole Lily Plume arrive au Brésil. Ouais, c'est sûr. Donc, mais maintenant, c'est vrai que je commence à me faire des relations brésiliennes parce que c'était une frustration un peu au début de plus parler anglais que portugais. Ouais, bien sûr. Parce que les Brésiliens que je rencontrais parlaient anglais. Ouais. Alors du coup, je parlais toujours pas portugais. Et ceux qui ne parlaient que portugais, je les voyais peu. Donc voilà, c'est un petit peu une frustration de début de séjour, on va dire. Ouais, je comprends. Quelle différence tu as vu un petit peu en termes de culture, en termes de relations avec les gens entre la France et le Brésil? Alors principalement, c'est effectivement la relation à l'autre au Brésil et en France, c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que en France, on va être un petit peu plus sur la retenue quand on connaît pas les gens. On va pas se jeter à bras ouverts sur le premier qui passe. On est un petit peu plus sur la réserve et après on crée des vrais liens. Ici, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de chaleur humaine débordante. On est vite en train de faire des embrassades à tout le monde. C'est leur mode de communication. Les gens sont très curieux. Ils viennent vers vous dans la rue. Ils vous souhaitent la bienvenue tout le temps. Ça fait 2 ans que je suis là. On me souhaite toujours la bienvenue. Les gens nous demandent est-ce que le pays nous plaît. On va être vite invités au milieu de 40 personnes à un barbecue le week-end. C'est une grande chaleur humaine. Ils sont mon conjoint m'en parle beaucoup par rapport à son travail. Le chef de service, quand il passe le matin, il fait des embrassades à tout le monde, il fait de la famille de tout le monde. C'est obligatoire avant de commencer une réunion. C'est leur mode de fonctionnement. C'est très très chaleureux. Ouais. Après, ça peut perturber quand même quand on arrive. Moi, je sais que les premières personnes qui m'ont embrassé, ils appellent ça l'abraço. Ouais. Je les connaissais pas. Ma prof de portugais, elle m'a prise dans ses bras la première fois. J'étais un peu raide parce que je me dis je l'ai jamais vu. C'est perturbant au début. Ouais, ils t'enlacent et ils te font la bise. Moi, c'est ça. C'est ce que j'avais en tête, c'est que je connaissais pas la personne. Elle me faisait un grand et t'enlaçait, quoi, vraiment très fort. Et après, elle te faisait la bise. Donc en gros, c'est la totale, quoi. Et puis voilà, c'est le relationnel. Moi, je sais que je suis allée chez un ostéopathe la première fois. Il m'a demandé mon prénom, il m'appelait par mon prénom, il m'a donné son numéro de téléphone personnel, son WhatsApp. Quand je suis arrivée, moi, j'étais un peu perturbée. Je me suis dit, mais est-ce que c'est un plan drague ou quoi? Et en fait, non, pas du tout. Tous les médecins vont te donner leur numéro de téléphone personnel. Si tu as un problème, t'appelles en pleine nuit sur WhatsApp, il n'y a pas de problème. C'est leur mode de fonctionnement. Tout le monde s'appelle par le prénom. Ouais. C'est bien parce que ça rapproche tout de suite, quoi. Hein. Ouais, mais après, ça perturbe au début quand même. C'est ça. C'est bon, là, au bout de 2 ans, t'es habitué. Maintenant, ça y est, j'embrasse tout le monde. Non, c'est la boulangère, tout le monde. Maintenant, c'est toi, quand tu vas revenir en France, ça va te faire bizarre. C'est ça. On se jette sur les gens, c'est tout de suite très chaleureux. Non, mais ça fait du bien. Ça décoince un peu. Ouais, c'est sûr. Et du coup, là, vu que ça fait quasiment 2 ans que tu es au Brésil, si tu devais, parce que je sais que tu vas rester encore au Brésil encore au moins 6 mois, mais si tu devais déjà tirer une sorte de bilan un petit peu de tout ce temps passé, qu'est-ce que tu retiendrais de cette expérience? Je retiendrai principalement du positif. Découvert un pays qui est magnifique, un climat de rêve. Je veux dire, soleil toute l'année, même l'hiver, c'est encore plus agréable l'hiver qu'en été. Des gens chaleureux, des
des gens qui t'accueillent toujours, qui sont toujours sourire, qui adorent les enfants. Voilà, on a beaucoup voyagé. C'est vrai que c'est une très belle expérience. Après, il y a eu quand même des moments de stress. Il faut dire quand même que le problème de la sécurité ici est quand même toujours quelque chose en toile de fond. Il peut se passer des choses, même si on ne se fait pas agresser tous les jours. Même à San José dos Campos, les attaques à main armée peuvent arriver. C'est quelque chose qui est assez différent comme un peu différent par rapport à ce que je vivais avant. Hein. Ouais. J'étais pas dans un condominium ou dans des endroits sécurisés. Ça, c'est peut-être le côté un peu stressant. Ouais. Mais sinon, c'est vraiment que du positif. Moi, j'ai découvert plein de choses, une nouvelle langue, une culture différente. Et puis, l'alimentation, il y a des choses que j'aime moins, mais les jus de fruits, les fruits ici, c'est juste un rêve. Les pains de queijo, c'est des espèces de beignets au fromage. Voilà, il y a des choses comme ça. Les churrascos, les barbecues tous les week-ends, le côté festif. Il y a toujours quelque chose à fêter tout le temps, toute l'année. Il y a vraiment une chaleur humaine dans tous les sens du terme dans ce pays. Donc ça, c'est ce que je retiendrai. D'accord, ok. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Quand j'y suis allé, ça m'a impressionné de voir tous ces gens là, super sympas tout le temps. Enfin, c'est vrai que ça change beaucoup. C'est pas pareil. Les Français, on va dire qu'il faut un temps d'adaptation, puis après on se fait des vrais amis. Ouais, tout à fait. C'est différent. Ouais. Et du coup, si demain t'as quelqu'un qui te demande, bon voilà, j'envisage de m'expatrier au Brésil, ou je vais aller m'expatrier au Brésil, j'ai envie d'aller vivre là-bas, quel conseil tu donnerais à une femme ou un homme, peu importe, à une personne qui veut aller vivre au Brésil? Peut-être s'il peut apprendre le portugais avant, je pense que ça enlève un problème de départ et on arrive un peu plus léger dans le pays. Ça peut être pas mal. Et puis après, de se faire le maximum de relations, que ce soit d'autres Français ici, que ce soit des Sud-Américains, les Brésiliens, il faut aller vers l'autre, il faut se laisser aller. Il faut surtout pas rester dans notre mentalité un peu plus raide, c'est-à-dire de se dire « Ouh là là, je le connais pas, qu'est-ce qu'il me veut, qu'est-ce qu'il me dit ?» Au contraire, il faut prendre toute la chaleur humaine ici, et puis voilà. Et après, il faut partir, découvrir le pays. Il y a plein d'endroits merveilleux, des vrais paradis. Donc, non, c'est que ça peut que bien se passer. Après, il y a aussi des choses à respecter au point de vue de la sécurité. Effectivement, ça, c'est peut-être bien d'être sensibilisé un peu au début. Même si c'est vrai que ça effraie plus qu'autre chose quand on en parle avant. Ouais. Mais avec des réflexes qu'on n'a pas trop en France, pour être sûr qu'il se passera rien, qu'on ne provoque rien de... D'ailleurs, il t'est rien arrivé à toi comme à ta famille durant ces 2 ans? Non, il m'est rien arrivé. On a entendu 2-3 incursions dans le condominium, le quartier surveillé où on vit, mais il m'est rien arrivé. Après, quand on va à Rio, à São Paulo, c'est en journée, c'est au milieu des touristes. Il peut pas trop nous arriver de choses. Après, il vaut mieux rentrer chez soi quand la nuit tombe, avoir des réflexes comme ça. Mais sinon, faut pas non plus faire une psychose. On vit bien, on y pense un peu en se disant bon, soyons raisonnables, faisons pas n'importe quoi. Ouais, c'est ça. C'est respecter. Désert. Ouais, respecter les règles et voilà, ne pas faire l'idiot. Et logiquement, moi je sais qu'en 2 mois, bon, c'est pas grand chose 2 mois, mais il m'est rien arrivé non plus. Ouais. Et bon, ça va. Il y en a, ils vivent 25 ans ici, il leur arrive rien. Après, faut juste savoir qu'avec les inégalités sociales tellement énormes, oui, il y a quelqu'un qui un jour peut débarquer avec une arme parce que de toute façon il a rien à perdre. C'est une autre logique que chez nous, c'est sûr. Mais bon, il m'est rien arrivé et on vit très bien. Ok, c'est une bonne nouvelle alors. On peut aller au Brésil. Et pour justement les femmes d'expatriés, donc des femmes qui accompagneraient leur mari ou leur compagnon comme ça à l'étranger, un peu partout, quels conseils tu leur donnerais pour arriver à bien vivre un petit peu cette expérience? Déjà, principalement au départ, de pas vouloir faire trop de choses. Il y a déjà tellement de choses à régler. Il faut s'adapter. Il faut créer des liens. Il faut adapter. Comment dire, c'est sur la femme expatriée que compte la famille pour s'intégrer dans un pays. Donc c'est pour ça qu'au début on fait un peu que ça, régler des petits problèmes, gérer le quotidien. Et puis après, c'est bien de trouver un projet. Je pense que c'est un peu vital pour pas tomber dans une espèce de déprime.
de se dire, eh ben, tiens, à partir de là, je vais faire quelque chose. Toutes mes amies, pratiquement, ont mis en place un projet au bout d'un moment, que ce soit confectionner des habits, faire un petit, vendre 2, 3 petites choses, ou se sont lancés dans l'écriture, ou on montait un blog, ou on fait des ateliers cuisine, on cuisine des produits français pour les présenter sur les marchés. Enfin, il y a plein de choses à faire et justement c'est bien parce qu'on peut changer d'activité. C'est pas parce que je suis prof qu'ici je vais me jeter sur l'enseignement. J'avais pas envie de ça, mais j'ai quand même il y a quand même de quoi faire en dehors de l'activité qu'on a en France, quoi. Ouais, ça demande aussi d'expérimenter un peu des nouvelles choses, des choses qu'on avait envie de faire en France mais qu'on n'a pas forcément eu le temps de faire, etc. Exactement. Et puis on trouve sur place. C'est pas grave si on part en n'ayant aucune idée. Parce que sur place, tout d'un coup, ça fait tilt. Des projets arrivent, et ça donne ça relance l'expatriation pour la femme d'expatrié. Ouais. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se dit, ah, ça y est, je suis là pour quelque chose en dehors de m'occuper des enfants, faire les courses, enfin bon, ce genre de choses qui font qu'au bout d'un moment, on se dit, bon, pourquoi je suis partie, quoi. Bien sûr. C'est bien à un moment donné, d'avoir un projet. Et ça vient normalement. Et du coup, c'est là où je voulais en venir. Ton projet à toi, du coup, ça a été l'écriture d'un livre, donc tu t'es mis à écrire. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de ce livre, en plus que tu partages parfois sur le blog, etc. Tu peux nous expliquer ce que c'est ? Et donc, oui, c'est ce que j'expliquais. En fait, en partant, j'avais promis aux amis et aux copains, bien sûr, de faire un petit journal quotidien sur Facebook pour raconter, pour mettre des photos. Et très vite, en fait, tout le monde a été amusé, voire même mort de rire à certains moments par rapport à toutes les histoires que j'ai pu raconter, parce qu'il s'en est passé des incroyables. Alors bien sûr, j'ai pas gravi l'Everest, mais quand même, emménager au Brésil, on ne s'ennuie pas. Et puis, du coup, je me suis dit, c'est dommage parce que sur Facebook, les choses vont disparaître à un moment donné, j'aurai pas vraiment la trace. Donc, je me suis dit, tiens, je vais le rédiger, je vais l'écrire entièrement. Faire le récit, quoi, de mois par mois, de cette première année d'adaptation. J'ai voulu m'arrêter à l'adaptation parce que après, quand c'est la vie de tous les jours, peut-être c'est un peu moins intéressant. C'est les premières fois qui sont toujours intéressantes. Et puis, du coup, je me suis mis à rédiger et j'ai pu arrêter. Je rédigeais le jour, je rédigeais la nuit. C'est devenu quelque chose qui a pris beaucoup de place dans ma vie. Et au bout d'un an et demi, c'est ça, j'ai terminé, quasiment fini l'écriture entière de ce récit. Et puis voilà, et donc j'ai créé le blog pour présenter le début, les premières pages, et voir un petit peu si ça intéressait du monde et voir l'accueil un peu que me réservaient d'autres expatriés, ou peut-être des Français qui vivent au Brésil, ou des Brésiliens qui vivent en France. Et voilà, et l'accueil est plutôt bon. Ouais, tu me disais d'ailleurs que tu comptais le faire éditer, trouver un éditeur et le faire publier en France, ce livre, c'est ça ? J'aimerais bien. Après, on va voir si ça va fonctionner, mais j'aimerais bien parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens à qui ça faisait de bien de lire, c'est un peu comme c'est pas une thérapie, mais un peu, de lire que voilà, la vie d'une expatriée, les hauts, les bas, les choses que peut-être les femmes d'expatriés n'osent pas trop dire parce qu'elles se sentent coupables de dire qu'elles se sentent pas bien, ou que c'est difficile, et du coup quelqu'un qui raconte tout, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit c'est exactement ce que j'ai vécu, c'est drôle ce que tu racontes parce que ça me rappelle quand je suis arrivée dans le pays. Et puis parallèlement j'ai des Brésiliens aussi qui sont contents en fait qu'on parle de leur pays, de la découverte de quelque chose d'un point de vue français, c'est intéressant. Ok, bon, on va espérer, on va creuser les doigts pour que tu trouves un éditeur et que ton livre soit publié, en tout cas, dans l'année prochaine. J'espère que ça va le faire. Et du coup, pour tous les gens qui veulent en savoir plus sur toi ou qui veulent lire un petit peu les pages de ton livre que tu publies, c'est quoi l'adresse du blog ? Alors, l'adresse du blog, mon Dieu, je la sais pas par cœur, mais le nom du blog, c'est sur Overblog. Et le titre, Si on partait, vivre au Brésil,
3 petits points, ma chérie. Donc voilà, c'est le titre du blog. Et là, on tombe directement sur le lien sur Google. Alors le lien exact, du coup je suis allé le chercher pour le dire, c'est liliplumedobrasil.overblog.com. Voilà, do Brasil. Ouais. Do Do Brasil. Do Brasil. De toute façon, je mettrai le lien dans l'article qui accompagnera le podcast. Comme ça, les gens pourront aller lire. Bon, voilà, du coup, Lily, on arrive à la fin de l'interview. Ah ben, déjà. Déjà, je t'avais dit que ça passait vite. Ouais. Donc, je veux te remercier d'avoir participé au podcast. Merci beaucoup. Merci à toi. Je t'en prie. Et du coup, on se retrouve prochainement, en espérant que je pourrai lire ton livre un petit peu dès qu'il sortira. J'espère aussi. Merci beaucoup en tout cas, encore une fois, et bonne lecture pour ceux qui tomberaient dessus. Ça marche. Merci. À bientôt. Ah. Ciao. Et voilà, l'interview avec Lily est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu apprendre pas mal de choses sur la vie en fait d'une femme d'expatriée. Merci beaucoup à Lily d'avoir participé au podcast et merci à vous de l'avoir écouté. Encore une fois, on se retrouve très très vite. Ciao.